Lorsque la CRTV a publié l'annonce de cette émission, je me suis laissé dire que je vais recevoir un homme qui ne rit jamais. C'est des gens qui vous connaissent mal ou alors vous êtes comme cela? Bon, je ne ris pas souvent. Bien plus, mon travail ne me permet pas de beaucoup rire parce que nous avons des tâches contraignantes qui nous imposent une certaine rigueur et une certaine fermeté. Donc, en exécutant nos tâches, ça ne peut pas marcher beaucoup avec le riz ou le suri. Ministre de l'administration territoriale, dans le contexte actuel d'une élection présidentielle dont la pression est perceptible, vous parvenez encore à dormir la nuit ou alors ce sont des nuits plutôt cauchemardesques? Je ne dors pas beaucoup parce que nous travaillons beaucoup plus entre 23h, minuit, 6h du matin, et beaucoup plus parce que généralement, il arrive au chef de l'État, n'est-ce pas, d'interpeller ses ministres, surtout ceux en charge des questions de sécurité, entre 2h, 3h du matin, 4h du matin. Donc, si vous avez le souci que le chef de l'État peut vous appeler à 3h du matin, à 4h du matin, vous ne dormez pas beaucoup. Ce qui signifie que le président de la République lui-même a des journées et des nuits interminables de travail. Je crois même qu'il ne dort même pas du tout. Nous revenions rapidement sur certains propos tenus durant le conclave. D'abord, cet extrait de votre discours d'ouverture, vous dites « Au début de mon intervention, j'ai diffusé une vidéo d'un responsable d'un parti politique qui avait boycotté le double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. Vous poursuivez en disant « Je suis surpris aujourd'hui de constater que certaines personnes en quête de notoriété ou des intellectuels éparpillés développent des thèses ou des arguments fallacieux laissant croire que ce parti politique peut présenter un candidat à l'élection présidentielle. » Et vous terminez de manière très autoritaire en déclarant « Je voudrais être clair à ce sujet, et je le dis d'autorité, le parti politique qui avait boycotté le double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020 ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. » Monsieur le ministre, dites-moi, pourquoi ne pas laisser les institutions compétentes et l'ICAM et le Conseil constitutionnel se prononcer sur les présidentiables? Est-ce que c'est vous qui organisez les élections? Est-ce que c'est vous qui déclarez la liste des candidats recevables ou irrecevables? Bon, tout le monde peut poser cette question, mais parfois il faut balayer le mensonge et recadrer les gens qui sont de mauvaise foi et qui ont pour souci de perturber la conscience des Camerounais. Alors, j'ai bien dit que ce candidat était en détention. Le chef de l'État, le président Paul Biya, comme c'est le champion de la démocratie, a ordonné l'arrêt des procédures pour que ce politicien sorte de prison et qu'il rentre dans les institutions de la République. Alors, la politique, c'est pas dans la rue. Et le chef de l'État l'a libéré. Et je peux vous dire sincèrement que si le chef de l'État cherchait à peut-être recueillir les avis des uns et des autres, bon, les gens vont dire il faut qu'il soit en prison. Mais le chef de l'État était conscient que c'est un homme politique et qu'on lui donne la chance de venir dans les institutions. Il a été libéré pour aller aux élections parce qu'il y avait à l'horizon le scrutin législatif municipal du 9 février 2020. Alors, il a été même accompagné par les autorités administratives. Donc j'ai dû parfois garder les préfets, les sous-préfets pour aider les militants de ce parti à constituer les dossiers. Il y en avait qui ne savaient même pas comment constituer les dossiers pour aller à une élection. Et nous avons fait notre travail. À notre grande surprise, lui-même, il décide qu'il ne va pas aller aux élections. Et il tient un point de presse où il dit « Je suis pleinement conscient que faute de prendre part à ce scrutin, mon parti ne peut pas présenter de candidat à l'élection présidentielle. » Alors à ce niveau-là, je crois qu'il a été clair. Donc,
quand je commence la conférence du gouverneur, je fais diffuser ses propres propos pour clore le débat. Mais ce monsieur était le début et la fin de son propre problème en disant que pour avoir boycotté, moi, je ne prends pas parti aux élections. Donc, pour balayer ces thèses complotistes et conspirationnistes de ceux qui veulent perturber l'ordre public et qui laissaient entendre que malgré le boycott, ce parti peut aller à l'élection présidentielle. Je suis quand même le ministre qui agrée les partis politiques. Je connais la législation, je peux parler d'autorité. Alors donc je dis, je parle d'autorité, ce parti politique qui a boycotté le double scrutin ne présentera pas de candidat. Mais toutefois... Mais ce serait bien si c'est ELECAM ou le Conseil constitutionnel qui se prononce en dernier ressort qui tenait ce discours-là. Pourquoi vous n'attendez pas? Les événements... Vous ne faites pas confiance en ELECAM et au Conseil constitutionnel? J'ai fait confiance, mais les événements m'ont donné raison. Ce monsieur lui-même, il s'est accroché sur un petit arbre pour présenter sa candidature. Donc, ça veut dire que les événements m'ont donné raison. Il fallait balayer le mensonge et la manipulation. C'était ça le rôle. Puisque vous laissez les gens rêver et on monte les gens en disant que je veux présenter un candidat. Et on prépare les gens vers une insurrection qui ne dit pas son nom. Que mon parti va... Non, je dis que non. Il ne doit pas vous tromper. Et c'est un homme de droit. Et je m'adresse à lui. Et à la fin de mon propos, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait s'accrocher quelque part. Et la vérité a triomphé. En indiquant que lorsque les candidats à l'élection présidentielle 2025 seront validés par les instances compétentes, aucune autre forme de revendication ne sera tolérée. Après 2025, il y aura 2032, dites-vous. Ceux qui brandissent l'épouvantail du chaos n'ont qu'à bien se tenir. L'administration ne laissera aucune occasion à qui que ce soit de perturber l'ordre public. Le message, dites-vous, est bien clair. Là, Monsieur le ministre, vous virez carrément vers la menace des opposants. Est-ce que vous ne devez pas plutôt apaiser en ce moment-ci, apaiser les esprits, en invitant simplement au calme, à la paix, à l'apaisement, au dialogue? Je comprends bien. Vous savez, on est dans un environnement de confusion où, à travers les réseaux sociaux, les gens disent n'importe quoi et les gens font n'importe quoi. Et mon rôle, vous savez, l'administration, c'est quoi? L'administration, c'est d'abord l'éducation et la sensibilisation. Et par la suite, il y a les avertissements et la répression. Donc, ce que je dis, nous sommes tous regardants. Et les yeux sont braqués vers ELECAM et ensuite le Conseil constitutionnel. Donc, c'est ce que je dis aux acteurs politiques. Lorsque les candidats seront connus et validés, si votre nom n'est pas retenu, c'est terminé pour 2025. Vous attendez 2032. Mais les gens peuvent quand même exprimer leur déception ou leur ressentiment. Ils doivent pleurer en douce. Ils n'ont pas besoin de pleurer sur la place publique. Ils doivent pleurer en douce. Ils ne doivent pas être sur la place publique. Donc je leur dis, lorsque ELECAM va faire son travail, qui pourrait être remis en cause par le Conseil constitutionnel, mais dès à la fin, parce que dès lors que le Conseil constitutionnel aura statué, c'est la fin du processus, n'est-ce pas, des dépôts de candidature. Donc, si vous avez la chance d'être retenu, tant mieux, vous allez continuer la course. Si vous avez la malchance que la candidature n'a pas été retenue, c'est terminé. Vous pleurez en douce, terminé. Je ne voudrais pas ces mots d'ordre irresponsables où on fait ceci. Non, en ce moment-là, nous entrons en action et on entre pleinement pour mettre de l'ordre. Vous n'allez pas permettre que les gens aillent pleurer dans la rue? Non, ils vont pleurer dans leur maison, pas dans la rue. Vous aimez beaucoup, pour la Tangandi, les proverbes, et lors de cette conférence, votre dernière trouvaille, c'est « Il ne faut pas chercher à pleurer au deuil de quelqu'un d'autre plus que celui qui a deuil ». Mais dites-moi clairement, de quel deuil s'agit-il? Qui a deuil? Qui pleure plus que le concerné? Alors, celui qui n'est pas allé aux élections est dans une situation de deuil. Et celui qui doit pleurer que je ne suis pas allé à une élection, et voici les conséquences de boycott de cette élection. Mais ce que j'ai constaté, il y avait des gens qui sortent de nulle part. C'est ça que j'appelle les intellectuels éparpillés ou perdus.
qui disait que, bon, il n'a pas, lui qui n'est pas allé à l'élection, lui, il dit, je suis pleinement conscient, c'est terminé pour moi. Alors, il est en deuil, il est tranquille. Mais quelqu'un sort quelque part et dit que non, 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 vraiment, vous avez la possibilité de continuer. Alors, voilà donc quelqu'un qui a le deuil, et quelqu'un vient pleurer le deuil à sa place plus que lui-même. C'est de la sorcellerie. Si vous avez le deuil chez vous, et puis vous pleurez modestement, quelqu'un vient, il se tape au sol, il se met à pleurer plus que vous, ben, c'est pas ça, c'est la sorcellerie, c'est plus le deuil. Et puis d'ailleurs, pourquoi pleurer? Vous savez, on vous dit parfois, fait contre mauvaise fortune, bon cœur. Vous avez le deuil. Chez les catholiques, on dit quoi? La nourriture pour le décès, c'est la prière. Ce sentiment de contrôle est aussi perceptible au niveau de vos rapports avec les partis politiques, où le gouvernement donne parfois l'impression d'avoir les opposants qu'il préfère et utilise. 2 cas rapides. À l'UPC, la Cour suprême avait déjà déclaré en dernier ressort en 2022 que Pierre Balaguel-Cotte était le secrétaire général légitime de l'UPC, mais vous balayez cette décision du revers de la main au profit d'un autre secrétaire général. Au PCRN, la Cour d'appel de Maroua, par un arrêt rendu le 19 juin 2025, a confirmé, après le tribunal de première instance de Kaélé, que c'est bien le député Cabral Libi, le président de ce parti. Là encore, le gouvernement persiste et signe avec l'opposant de cet opposant. Pourquoi le gouvernement veut-il choisir les dirigeants des partis politiques au mépris du droit et des choix effectués par les militants? Bon, je voudrais vous dire quelque chose de simple. Vous savez, que ce soit dans le cas de l'UPC ou PCRN. D'ailleurs, quand vous allez au tribunal, il faut déjà savoir que la course est longue. Et vous gagnez en instance, il y a les voies de recours en appel. Vous gagnez à l'appel, il y a des voies de recours à la Cour suprême. Donc, tant que les voies de recours ne sont pas épuisées, vous ne pouvez pas dire que vous avez gagné et que vous avez un titre. Ça, c'est le droit. Moi, je parle de droit. Donc, vous parlez de M. Cotte Balaguel. Il y a eu des voies de recours qui ont suspendu certaines décisions. Pour le cas de PCRN, je vous dis déjà que, peut-être vous ne le savez pas, c'est le ministre de l'AT que je suis, c'est moi qui cautionne, n'est-ce pas, cette alliance entre Cabral Libi et le PCRN. Alors c'est moi, puisque quand nous sommes proches des élections législatives et municipales, M. Cabral Libi n'a pas de parti politique. Alors quand il est venu me voir, j'aurais pu dire que non, si j'avais quelque chose contre lui, ça je vous le dis, j'aurais pu dire que bon, allez vous débrouiller. En ce moment-là, il n'avait pas, puisque à l'élection présidentielle, il était avec un autre parti politique. Et quand nous arrivons à l'élection législative ou l'élection municipale, il n'a pas d'appareil politique. Donc, moi, en tant que tutelle des partis, pour faciliter les choses à M. Cabral Libi, j'ai cautionné, n'est-ce pas, son entrée dans un parti qui avait été créé par quelqu'un d'autre. Donc, en fait, le gouvernement n'a pas des opposants qu'il préfère et d'autres qu'il rejette. Pas du tout. Le problème, c'est que quand il y a un gentleman's agreement, il faut le respecter. Et d'ailleurs, vous savez, lui, malgré le fait, je vous le dis, malgré le fait que il y a eu appel, souci à exécution et tout ça, mais quand il allait déposer ces documents, est-ce que nous on a fait obstruction? On aurait pu le faire. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas des opposants que nous préférons et d'autres non. Nous faisons le travail de la légalité. Quand il y a contestation au sein des partis politiques, les gens reviennent vers nous pour les arbitrages. N'oubliez pas que c'est le MINAT qui a l'ADN des partis politiques. C'est le MINAT qui dispose des actes, les actes de naissance des partis politiques. C'est au ministère de l'administration territoriale, à la direction des affaires politiques. Donc quand il y a un contentieux, les gens doivent se référer à nous. Et puis la bonne information, pour puiser à bonne source, vous revenez chez la personne qui a les ADN et les actes de naissance des partis politiques. Je crois que je me fais comprendre. En tout cas, on va poursuivre pour la Tangadi, puisque vous aimez les proverbes et les sagesses. Vous allez me permettre un parallèle. Les opposants vous comparent un peu à un personnage des contes africains qu'on appelle Zé la panthère. Dans les contes africains, lorsque Zé la panthère organise une fête, si vous y allez, c'est dangereux. Si vous n'y allez pas, c'est encore plus dangereux. Parce que lorsque vous allez à la fête chez Zé la panthère, vous ne pouvez pas danser comme vous voulez,
vous ne pouvez pas boire, surtout boire un verre de trop, vous ne pouvez pas rentrer avec la plus jolie fille. Est-ce que, et tout cela au risque de voir Zé la panthère bondir sur vous et vous dévorer. Alors ma question, est-ce que votre travail consiste, comme Zé la panthère, à tendre des pièges et frapper ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, ceux qui se démarquent de votre ligne? Le ministre de l'administration territoriale, c'est le shérif du gouvernement, c'est le shérif du président de la République. Et le shérif, son travail, c'est de maintenir l'ordre. Alors le shérif ne peut pas maintenir l'ordre avec en riant tout le temps. Non, le shérif est là pour réguler. Le shérif est là pour dire à tout un chacun que vous avez une responsabilité, vous avez des devoirs, vous avez des libertés. Donc le travail du MINAD, c'est quoi? C'est d'abord, et si je le dis, le maintien de l'ordre est graduel. Alors le MINAD n'est pas la personne qui va arrêter quelqu'un pour rien, qui va intimider quelqu'un pour rien et qui va cogner quelqu'un pour rien. Non. Le MINAD, c'est la personne, à travers le gouverneur, le préfet, qui est là pour le bon ordre des choses. Voilà pourquoi on dit que force restera la loi. Je donne quelques exemples. Moi, j'étais en train de traverser la ville un jour. J'ai trouvé la police municipale en train d'écraser la tomate d'une maman qui vendait sa tomate, n'est-ce pas, sur les trottoirs. Je me suis arrêté. J'ai dit à la police municipale, vous ne pouvez pas faire ça. Restituer la marchandise. Cette maman, son capital, c'est 5 000 francs. Vous écrasez sa tomate, c'est pas une bonne chose. Et je leur dis, par exemple, restituer l'argent pour cette tomate que vous avez écrasée. Donc vous ne tendez pas les pièges comme Zé la panthère. Si tout le temps, vous êtes en train de défier l'autorité de l'État, chaque fois quand vous défiez l'autorité de l'État, vous créez un trou, votre propre trou. Je vous observe. Vous défiez l'autorité de l'État, vous créez encore votre propre trou. Mais quand vous tombez dans le trou creusé par vous, moi je ne mets pas la terre, je mets le ciment. Donc nous on ne tend pas les pièges. Mais vous savez, même dans la Bible, on dit, le bien que vous faites, c'est pour vous-même. Le mal que vous faites, c'est pour vous-même. Et chacun doit tirer, n'est-ce pas, les leçons de la vie. Mais au même moment, nous disons aux gens, n'oubliez pas que le sous-préfet là, c'est le sous-préfet qui vous donne l'autorisation pour faire les meetings politiques. Vous arrivez dans une localité, vous dites que le sous-préfet ne vaut rien, ben vous voulez faire un meeting, il viendra interdire le meeting. Voilà, nous sommes dans un processus électoral. Il y en a qui souhaitent que l'élection se déroule normalement. D'autres disent que si je ne suis pas candidat, le feu va brûler. Si je ne gagne pas l'élection, le feu va brûler. À cela, on dit que vous allez vous brûler vous-même. Et puis le shérif c'est quelqu'un qui doit être courtois, qui doit être gentil, mais qui est en réalité un monstre froid, qui n'a pas d'amis et qui travaille sans état d'âme. Il faut le savoir. Vous savez, si je dois faire le maintien de l'ordre, et puis on dit aux gens, ne descendez pas dans la rue. Vous descendez dans la rue, nous, quand il faut venir, on ramasse tout le monde. Donc, vraiment, et je vous dis une fois de plus, la logique du maintien de l'ordre est graduelle. Il y a l'éducation, il y a la sensibilisation, il y a les avertissements, et ensuite, il y a la répression. Dans le maintien de l'ordre, si vous le faites dans la complaisance, vous n'êtes pas à votre place. En deux phrases fortes. En deux phrases. Comme vous avez l'art de la formule. Exact. Nous disons, c'est le chef de l'État qui avait bien dit qu'il ne faut pas jouer avec le Cameroun. Parce que dans le processus électoral, bien évidemment, il y a des gens qui jouent avec le Cameroun. Quand quelqu'un vous dit par exemple que bon, si je ne suis pas candidat, il y aura le désordre et les survivants vont arranger le Cameroun. Est-ce que c'est sérieux? Quelqu'un vous dit par exemple dans un pays pour qui il y a alternance, il y avait tant nombre de morts, il faut qu'il y ait des gens aussi qui meurent pour qu'il y ait alternance. En ce moment, le Moulinex entre, il fait son travail. Puisqu'il faut faire très Vous n'avez jamais abandonné votre Moulinex? Je ne peux pas. Moi, je dis bien. Je dis le dit et vous comprenez bien dans le sens de Moulinex. Je dis bien, le maintien de l'ordre, c'est ça le Moulinex. Donc, ceux qui défient l'autorité de l'État, les bandits de grand chemin, ceux qui prêchent le chaos, l'insurrection, nous les considérons comme des condiments. Vous comprenez bien le langage. Est-ce que ce n'est pas exagéré? C'est pas exagéré. Je dis bien, chacun ne récoltera que ce qu'il aura sémé. Nous sommes dans un processus électoral. Quand vous dites, par exemple, que vous allez mourir et les survivants vont arranger le pays, nous allons croiser les bras. Quand vous dites, par exemple, que dans tel pays, pour qui il y a alternance, il y a eu tant de morts, mais alors, qu'est-ce que nous faisons? Quand vous commencez, nous vous prenons d'abord. Nous vous prenons. Et ensuite, si vous avez des partisans, nous prenons tout le monde. Parce que le souhait, c'est quoi? Il faut aller
de manière apaisée vers une élection normale. Nous n'avons rien à cacher parce que le processus électoral, il est ouvert. Et puis l'ELEC fera son travail et nous allons accompagner, n'est-ce pas, tous les acteurs du processus afin que les choses se déroulent normalement. C'est notre souhait. Mais au même moment, on dit aucun écart de comportement ne sera toléré. Les exactions et tout ça, nous prendrons des mesures afin que ça ne commence, pour qu'il n'y ait pas de début de commencement. Il faudrait que le message soit clair et je réitère ce que j'ai dit au gouverneur. Nous allons encadrer les gens, accorder des possibilités pour que les gens circulent librement, mais au même moment, nous restons vigilants et nous avons prescrit au gouverneur la vigilance de tous les instants. 2 ou 3 questions d'actualité sur vous-même avant de finir. D'abord, sur le deuxième point, vous vous réclamez du président de la République. J'ai d'ailleurs vu que vous l'avez cité pratiquement 17 fois dans vos 2 discours de la conférence des gouverneurs. Le chef de l'État, lui, c'est un démocrate et un mendiant de la paix, alors que vous utilisez des méthodes trop autoritaires et un discours même qui relève de la guerre. Du coup, les gens se plaignent de ce que vous êtes très dur et que vous n'êtes pas tolérant, comme le président Biya lui-même. Est-ce que cela ne vous dit rien? Est-ce que cela ne vous émeut pas? Je vous ai dit au cours de notre émission que le maintien de l'ordre est un métier difficile. Et quand vous êtes à l'administration territoriale, c'est d'abord le maintien de l'ordre. Le chef d'État lui-même a dit « sans la paix, nous ne pouvons rien entreprendre ». Le chef d'État est mondialement connu comme un mendiant de la paix. Mais le chef d'État est surtout connu comme un républicain et un légaliste. Ça veut dire, il dit à tout un chacun, faites ce qui est recommandé par la loi. Ne faites pas ce qui est reprimé par la loi. Bien évidemment, je suis dur. C'est ça le débat tout le temps. Les gens disent que bon, mes méthodes, les gens ne m'aiment pas. Je ne dois pas être aimé. Si je suis aimé là où je travaille, c'est que je ne fais pas mon travail. Et puis bien plus, vous savez, c'est des femmes qui se font aimer. Hein. Je ne suis pas une femme. Vous n'aimez pas qu'on vous aime? On ne doit pas m'aimer. Le travail d'un shérif, il ne doit pas être aimé. Si le shérif est aimé, c'est qu'il n'est pas en train de faire le travail que le chef d'État lui a donné. Donc vous devez faire dans la fermeté. Et puis dans la conscience, nous sommes fermes, mais nous sommes professionnels. Voilà pourquoi nous mettons la répression à la fin. Parce que nous avons d'abord l'éducation, la sensibilisation et l'avertissement. Et les gens ont tendance à oublier que nous sommes généralement très patients. Mais quand nous constatons qu'il peut y avoir des débordements, nous sortons le moulinex.